Imaginez un peu, on est en plein cœur des années 70 et des chercheurs se lancent dans un projet un peu fou, créer une classification scientifique des extraterrestres. Oui, oui, comme un guide d'ornithologie mais pour les visiteurs venus d'ailleurs. C'est précisément cette tentative, très sérieuse et méthodique, de cataloguer les prétendus visiteurs extraterrestres qu'on va explorer ensemble. Alors tout commence avec ça, la couverture de Phénomènes spatiaux, une revue française qui a l'air, on peut le dire, très sérieuse, très académique. On s'attendrait à y trouver des articles pointus sur l'astronomie, la physique, mais ce qui était publié à l'intérieur était, beaucoup plus inattendu. Et voilà, à l'intérieur de cette revue à l'allure si austère, on tombe sur ces illustrations. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le ton posé d'une publication scientifique et de l'autre, un véritable catalogue d'êtres d'un autre monde. C'est ce paradoxe qui rend ce document absolument fascinant. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les témoignages sur des occupants d'OVNI, ça affluait de partout dans le monde. Le problème, c'est que ces récits partaient dans tous les sens. C'était un véritable chaos. Des descriptions qui se contredisaient, des détails super vagues, bref, impossible d'y voir clair. Et c'est là qu'intervient le personnage principal de notre histoire, le chercheur brésilien Jader U. Pereira. Face à tout ce désordre, il s'est lancé un défi complètement fou. Appliquer une méthode rigoureuse, presque scientifique, pour passer au crible des centaines de témoignages et essayer, coûte que coûte, d'y trouver une logique. Bon, alors comment il s'y est pris concrètement? Comment est-ce qu'on transforme des récits, souvent très bizarres et incomplets, en un ensemble de données qu'on peut réellement analyser? C'est vraiment ça, le cœur de sa démarche. La toute première étape, ça a été un travail de documentation absolument colossal. Entre fin 1968 et début 1970, Pereira a rassemblé pas moins de 333 cas d'observation d'occupants en piochant dans des sources du monde entier. Mais attention, il n'a pas tout pris tel quel. Non, il a mis en place un vrai processus de filtrage, un entonnoir. Résultat, presque un tiers des cas, 103 pour être précis, ont été tout de suite mis de côté. Son but était clair, ne garder que les témoignages qui semblaient les plus solides. Et pour ça, ses critères de rejet étaient vraiment stricts. Il a viré tout ce qui ne lui semblait pas fiable. Les sources un peu douteuses, les enquêtes bâclées, les cas jugés suspects. Il a même écarté toute une catégorie de témoins, ceux qu'on appelait les contactés, qui disaient être en communication régulière avec des extraterrestres. On voit bien l'effort pour se rapprocher d'une vraie démarche scientifique. Une fois qu'il a fait ce grand nettoyage dans ses données, Pereira se retrouve avec une base solide de 230 cas jugés crédibles. C'est à partir de là qu'il a pu commencer à bâtir son système de classification. Sa tentative, en somme, de mettre une logique sur quelque chose qui semble illogique. Son système, il est assez simple en fait. Il repose sur une logique en 3 temps. D'abord, la forme générale. Est-ce que la créature a une forme humaine ou pas? Ensuite, comment elle est habillée? Est-ce qu'elle porte un scaphandre ou un équipement du genre? Et enfin, on regarde les détails, les caractéristiques du corps et du visage. On va du plus général au plus particulier. Et là, dès la toute première étape, un résultat vraiment surprenant tombe. Dans la quasi-totalité des cas qu'il a gardés, on parle de près de 96%, les êtres décrits avaient une forme humaine. 2 bras, 2 jambes, une tête, un bipède quoi. C'était la première grande conclusion de son étude. Du coup, comme la forme humanoïde était archi-dominante, Pereira a bien sûr concentré sa classification sur ce grand groupe. C'est le moment d'aller à la rencontre des différents types et variantes qu'il a réussi à identifier. Alors, le type 1, c'est la catégorie de base. C'est celle qui regroupe tous les occupants qui, physiquement, pourraient presque passer inaperçus dans une foule. Ils ont une taille normale, ou un peu plus grande, mais rien d'extravagant. Et voici une illustration concrète de ça. Le type 1, variante 1. La description est super précise. Taille moyenne, entre 1m60 et 1m70, cheveux blonds, ils portent des uniformes et en général, ils ne sont pas agressifs. C'est un peu l'archétype du nordique qu'on verra partout dans la culture pop des années plus tard. Mais attention, même à l'intérieur de ce type 1, les détails comptent. La variante 2, par exemple, est plus grande et peut-être hostile, avec une arme qui envoie un rayon paralysant. La variante 3, elle, est encore plus grande, se balade avec une sphère lumineuse et provoque une sorte d'engourdissement chez les témoins. Le point clé, c'est que chaque variante est définie par un groupe de caractéristiques qui reviennent dans plusieurs témoignages. C'est ça qui crée la cohérence. On passe maintenant au type 2. Ici, le critère principal, c'est la taille. On a affaire à des êtres qui ont des traits humains, mais qui sont tout petits. Ils mesurent environ 1,20 m. En gros, les témoins les décrivent comme ayant l'apparence d'enfants. Bon, après les types 1 et 2, qui restent finalement assez proches de ce qu'on connaît, la classification commence à s'aventurer vers des descriptions un peu plus singulières. On s'éloigne du familier. Voilà le type 3. Ce qu'il définit, c'est un seul trait bien particulier, les cheveux. Ce sont des êtres d'apparence masculine, de taille normale, mais qui sont systématiquement décrits avec de longs cheveux blonds.
Ça montre bien comment une seule caractéristique, si elle est récurrente, suffisait à créer une toute nouvelle catégorie. Avec le type 4, le critère de classification change encore une fois. Ce n'est plus la taille ou les cheveux, c'est la texture de la peau. Les témoins parlent d'une peau qui a l'air ridée, rugueuse, certains disent même comme si elle avait été brûlée. C'est une autre façon de regrouper des témoignages qui partagent un détail physique frappant et qui revient souvent. Alors, maintenant qu'on a vu quelques-unes de ces catégories, on peut se poser la question, mais quel était le but final de tout ce travail? Est-ce que c'était juste de créer une sorte de zoo d'extraterrestres? En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que Pereira ne voyait pas son travail comme quelque chose de fini. Au contraire, il l'a pensé comme un système ouvert, dynamique. L'idée, c'était de fournir un cadre, une méthode pour que d'autres chercheurs puissent à leur tour classer de nouveaux cas, enrichir la base de données et, qui sait, peut-être affiner la classification. C'était un outil, pas une conclusion. Et cette citation du rédacteur en chef de la revue, René Fouéré, elle résume parfaitement l'état d'esprit de la démarche. Il insiste bien, tout ça, c'est une hypothèse de travail. C'est un rappel à l'ordre, à la prudence scientifique. Il ne s'agit pas de dire voici à quoi ressemblent les extraterrestres, mais plutôt voici une manière méthodique d'organiser ce que les gens racontent. La nuance est énorme. Au final, ce guide un peu oublié des années 70 nous laisse avec une question qui est assez fascinante et qui va bien au-delà du sujet des ovnis. Face à l'inconnu, face à des phénomènes qui semblent défier toute logique, notre premier réflexe humain, c'est de vouloir classer, nommer, organiser. Mais la vraie question, c'est est-ce que nos catégories, nos petites boîtes mentales, sont vraiment adaptées pour comprendre quelque chose qui serait par définition totalement étranger? C'est peut-être ça finalement la leçon la plus profonde de cette incroyable archive.